On était un peu sur le thème du voyage hein, ce soir, et puis toi aussi, tu es un Hum, très très grand voyageur. Tu nous as fait un mhm. petit tour du monde là. Donc là, on va voyager dans la noirceur de l'âme humaine, j'ai l'impression quand même, un petit peu. C'est un autre voyage. C'est un autre voyage. C'était ce qui m'intéressait pour ces premiers livres. Écoute, oui, c'est ce qui m'intéressait. C'est d'ailleurs cette thématique qui a guidé mon choix du genre. J'étais pas parti spécialement pour écrire du thriller ou du polar, mais les thématiques que je voulais aborder, les sujets que je voulais aborder, se prêtaient au thriller. Donc, c'est quelque part le genre qui s'imposait à moi. Et donc, me voilà dans l'univers du noir. Et Absolument. te voilà dans la lumière pour parler de noir, c'est parfait. Avant de parler des livres, je te propose qu'on fasse connaissance. C'est un peu le... Sauf en cas de problème technique. C'est un peu le... Bah, c'est comme ça que j'accueille les gens ici, j'aime bien, ça met tout le monde à l'aise. Un petit portrait chinois littéraire que le monde entier Ok. nous envie. Dans le chat, vu que vous avez l'habitude, vous pouvez jouer aussi, que Mathieu ne voit pas vos réponses, sinon c'est pas amusant. Et moi, je ne vois rien, je ne sais même Bah pas non. combien de visiteurs sont sur le site, je ne vois absolument rien, je ne vois que la boîte. Alors ça dépend, je pense pas que tu sois quelqu'un de timide ou de nerveux, donc je pourrais presque te le dire, mais on est nombreux. Tout va bien. D'accord. Si tu étais, on va commencer par là, un livre de chevet, lequel choisirais-tu et pourquoi en quelques mots si tu le souhaites? Ah là là, c'est compliqué, il y a tellement de livres que j'aime. Je suis d'accord. Là, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Le Démon de Hubert Selby Jr., qui est un auteur américain contemporain que j'aime particulièrement, j'ai, que j'ai découvert à l'adolescence. Il a écrit donc ce bouquin absolument dément qui s'appelle Le Démon et qui a été d'ailleurs une inspiration pour le titre de mon premier roman. Et, euh, et c'est l'histoire d'un jeune Américain qui devient un youpi, qui a une vie rangée, qui travaille à Wall Street, qui a eu une femme, qui a des enfants, qui est vraiment une vie rangée. Et il est animé par un démon et petit à petit, sa vie va complètement vriller. Il va commencer à suivre des inconnus, il va commencer à voler sans aucune raison dans des boutiques et ça va aller en empirant. Euh, il va avoir une sexualité de plus en plus débridée jusqu'au meurtre. Et c'est le livre qui a inspiré Bret Easton Ellis pour American Psycho. Mais Hubert Selby Jr., c'est lui qui a écrit aussi Requiem for a Dream, qui avait été Mhm. adapté par Darren Aronofsky. Enfin, c'est un auteur contemporain américain que j'affectionne particulièrement. Et si je dois parler de livre de chevet, c'est le premier qui me vient comme ça. C'est un livre que j'adore offrir. Euh, c'est un livre extrêmement bien écrit, qui est très noir, mais avec une poésie à chaque page. C'est un livre qui me touche beaucoup. Voilà, mais j'aurais pu citer Lolita de Nabokov ou La route de McCarthy ou un bouquin de Kawabata que j'adore aussi. Le Enfin, problème, c'est que ta table de chevet ne tiendra pas. Si tu voilà, mets c'est tout ça. dessus, Donc écoute, on va on partir en sur est le tous démon. là. On en est tous là. Voilà. Bonsoir Thibaut, bienvenue, salut Jess Morito. Ah, j'aime bien ce pseudo, ça donne envie. Jess Morito, Mais ça salut donne. Jessica, Bah oui, je mais la on fait le connais. truc. Bah oui, mais le truc c'est que ça donne soif. Donc santé déjà. Ouais, Bah Chine. oui, chin, hein. C'est important. Si tu étais un format parmi tous ceux qui existent, alors le poche, grand format, e-book, audio, bande dessinée, autre chose, t'as le droit à tout. On a un budget Et illimité. je suis grand format. Je suis grand format. C'est clair que c'est pas pratique à trimballer, ça coûte cher, mais le confort de lecture est pour moi primordial. Je peux pas lire sur un écran, sauf les textes que j'écris en relecture, évidemment, même si j'aime imprimer et me relire sur papier. Mais le grand format, voilà, j'aime l'objet livre, donc j'aime la première édition. C'est pour ça aussi que j'ai énormément travaillé mes couvertures, que je les ai imposées à mon éditeur. C'est parce que je voulais aussi un bel objet pour le lecteur, qui soit fier d'avoir dans sa bibliothèque et que voilà, je suis On très grand va, format. on va en parler à des couvertures parce qu'elles font évidemment beaucoup réagir. C'est très très bien joué. Je vais toutes vous les montrer. Je suis comme ça. Je vous ai dit, on n'a pas de problème de budget donc tout va bien. Mais en attendant, si tu étais une maison d'édition, laquelle serais-tu? Et si tu ne veux pas en citer, c'est quelle caractéristique d'une maison d'édition tu serais qui te correspond, qui te fait plaisir ou pas? Si je cite pas la mienne, ça va faire un scandale. Mais écoute, je vais citer Pocket,
qui est mon éditeur en poche Mhm. et qui fait un travail remarquable et qui donne plus qu'une deuxième vie à nos romans, qui accompagne nos romans comme jamais j'ai vu ça dans n'importe quelle maison d'édition. C'est vraiment une équipe du tonnerre qui permet à nos livres de trouver un public tellement large et qui, voilà, qui a les moyens et qui met tout en œuvre pour faire découvrir nos récits au plus grand nombre. Et, euh, et c'est fantastique, elles font un boulot fantastique et je ne les remercierai jamais assez. Karine, Julie, Emma, elles font un boulot extraordinaire. Donc je dirais Pocket, voilà, et c'est un clin d'œil à cette maison que j'adore. Et aux gens qui se trouvent derrière, comme toujours, il y a des gens Mm. derrière. Mm. Tu étais un rayon dans une librairie. Écoute, étonnamment, je serais le rayon poésie. C'est ce que je lis principalement depuis l'adolescence et c'est ce qui me plaît particulièrement. Je te dis, je suis venu au polar et au thriller parce que c'est les thématiques que j'abordais qui ont guidé le genre. Mais j'aime la littérature. D'ailleurs, là, je suis sur 2 projets différents, un thriller et un de littérature blanche. Mais à terme, quand je serai vieux, si j'arrive à un âge avancé, j'aimerais écrire de la poésie. C'est ce qui me plaît dans l'expression littéraire. C'est marrant que tu parles de ça parce que cette semaine, pour vous faire rire, je suis en train de déménager. Ça ne se voit pas du tout derrière moi, mais je suis en train de déménager. J'ai retrouvé une farde avec les poèmes que j'écrivais. C'est par ça que j'ai commencé personnellement. Le monde n'est pas prêt. Personne ne lira jamais ça. Je tiens à le dire. Fantastique. Mais qu'est-ce que c'est chouette de. Je sais pas si toi tu as des vieux textes comme ça cachés Bien quelque sûr, part. bien Et sûr. il y en a un que je pensais avoir perdu, vraiment, parce qu'on en parlait avec un ami récemment. Il me disait, ah, c'est quand même bête, on n'a pas gardé, c'était des mails qu'on s'est échangés il y a 20 ans. Et je l'ai retrouvé, et franchement, j'ai relu en me disant, non, le monde n'est pas prêt, mais c'est tellement touchant de retomber C'est ça. sur C'est ça. des choses comme ça. Mais la poésie, c'est touchant, même quand c'est maladroit, même quand. Voilà, c'est touchant. De toute façon, moi, la poésie, ça marche avec moi, ça me plaît. C'est vraiment une forme d'expression qui me convient. Et j'espère un jour avoir le talent pour pouvoir en faire d'une façon plus professionnelle. Mm. Ok, et personne ne fouillera chez moi pour voler mes poèmes. Non, mais c'est sérieux, on ne Mais, fait pas ça. tu publie-les sur Facebook, tes poèmes, écoute, partage. Waouh, non, ouais, je dois les relire avant, mais c'est waouh, enfin c'est incroyable. Mais c'est vrai que c'est amusant. Je sais pas si tu relis. Moi, je relis jamais mes textes, mais là, je l'ai fait parce que c'était un peu bizarre. C'est vrai que c'est quand même un sentiment assez spécial. Si tu étais un marque-page, avec quoi marquerais-tu une page? Écoute, au risque de froisser certains lecteurs Je sens qu'ils cornent les pages. Je je sens. corne les pages. Je corne Allez, les pages faites-vous plaisir dans le chat. Allez-y. sans aucun scrupule. Mais j'aime quand un livre est vivant, quoi. J'aime quand il est corné, j'aime quand la tranche est pliée. Je lis souvent avec un crayon parce que j'aime souligner des passages qui me touchent. Je fais des annotations. Tous les bouquins que je possède, c'est pour ça d'ailleurs que j'en offre, c'est parce que je ne peux pas prêter mes livres parce que je les ai annotés. Je n'ai pas envie qu'on découvre ce que j'ai annoté, évidemment. Donc je prête pas mes livres, mais oui, un livre, il doit être vivant, il doit être usé, il doit être vieux, il doit être corné. Je comprends qu'il y en a qui aiment quand leur bibliothèque est nickel, que le livre apparaît neuf. Moi, c'est pas mon cas. J'aime quand le livre donne l'impression d'avoir été lu 1000 fois. C'est comme ça. Cet homme est un démon. On a quelques syncopes dans le chat. Je parcours tout ce qui est dit, mais on a quelques syncopes. J'en suis navré. Et les chroniques du polar va t'offrir un marque-page, visiblement, pour éviter que je continue à accorder les pages. Donc. Écoute, je crois que je le vois à Bourg-en-Bresse le 17 juin, donc ce sera l'occasion. Si tu étais un temps de conjugaison. J'écris au passé principalement, sauf les dialogues, mais j'aimerais un jour pouvoir écrire au présent. C'est très compliqué. Écrire au présent à la première personne. J'ai retrouvé quelques nouvelles que j'ai écrites à l'adolescence où j'écrivais à la première personne au présent. Mais non, le passé, je raconte des histoires qui se prêtent au passé. Parce que j'aime analyser le passé, j'aime les répercussions que le passé a sur le présent. Donc ouais, je dirais le passé. Si tu étais la musique ou la bande-son de cette trilogie, tu choisirais quoi comme style, morceau, artiste? T'as le choix. Quartier libre.
Ce serait de la musique classique, quoi qu'il arrive, parce que c'est ce que j'écoute principalement, même si j'ai des goûts très diversifiés, que je suis vraiment un mélomane et que j'aime toutes sortes de musique. Mais je suis pianiste classique, donc ça serait de toute façon de la musique classique. Ça serait Mozart, qui est mon compositeur préféré. Après, voilà, il y a Mozart, tellement c'est de aussi morceaux. c'est aussi le compositeur préféré de mes parents parce que ça m'endormait quand j'étais petit, Mozart. Il me C'est passait vrai. Mozart pour que je m'endorme, c'est dingue. Ah, je peux te faire écouter des morceaux de Mozart qui ne te feront pas dormir, J'espère bien, oui. Maintenant j'ai mais grandi, donc non, maintenant, ça ne marcherait plus. Enfin, je crois que peut-être. Mozart, c'est le génie absolu. C'est pour moi le seul génie quelque part enfin, c'est un génie absolu. Si tu étais un signe de ponctuation dans toute la palette que nous avons. Euh, J'aime bien le point-virgule que j'utilise assez régulièrement dans mes récits. Euh, c'est entre le point et la virgule. Alors, on croit que c'est fini, mais non. Donc j'aime assez ce point-virgule qui est rarement utilisé en soi, je trouve, en tout cas dans les romans que je lis. C'est peut-être pour ça que je l'utilise peut-être trop, mais c'est un signe que j'aime beaucoup. C'est un signe que j'aime beaucoup et j'aime bien sa forme, j'aime bien que ce soit un point et une virgule. Il est riche. Le J'aime bien. point-virgule en force, nous dit Christophe, Fanny adore. Il y a vraiment, vraiment une team point-virgule, je tiens à le dire. Donc, Ah, mais tu n'es pas seul. j'espère bien. Et moi, vous êtes en train de me convaincre, hein, tout doucement. Alors, faut y aller doucement avec des gens comme moi, mais vous êtes en train de me convaincre. Donc, je prends bonne note. J'aime bien le côté. C'est fini, Mais c'est pas commun vraiment. comme question. C'est pas commun comme question. Si tu étais un signe de ponctuation, ça c'est la Non. première fois qu'on l'a fait, hein. Ah bah écoute, c'est le sens de l'accueil, on l'a ou on l'a pas, tu vois. Et donc, la petite dernière pour la route, si tu étais un verbe. Partager. C'est pour ça qu'on écrit. Donc, ouais, partager, je pense. Et c'est un très beau verbe, puis on est en plein partage. N'hésitez pas à partager vos questions, ça me fait plaisir de vous voir aussi nombreux. Je vais commencer, après ce petit portrait chinois littéraire où on a déjà appris plein de choses, ça c'est cool, par remercier les Chroniques du Polar, qui est avec nous hein, ce soir dans le chat, qui a préparé cette interview avec moi, évidemment. Il avait un Anthony, camion. merci. Je ne savais pas, Mais bien sûr que si, merci de ta participation. il y a un projet de fou derrière tout ça. Il avait un camion de très bonnes questions pour toi, Mathieu. J'espère que tu es en forme malgré l'heure. Écoute, je sors du boulot, mais enfin, je suis sorti à 19h, mais écoute, allons-y. Alors, c'est la première question, je le disais tout à l'heure, elle est de moi, hein, désolé, je vais pas pouvoir porter le chapeau à Anthony là, sur ça. Elle va te renverser par son incroyable originalité, mais est-ce que tu peux nous pitcher La mort dans l'âme, qui est ta nouveauté? Je vais remettre la couverture pendant ce temps-là. De quoi parle ce livre? Et potentiellement la trilogie, si tu as envie de partir sur la trilogie, pour Oh les là personnes qui là, ne savent pas du tout de quoi on est en train de parler. si je parle de la trilogie, je vais finir à 2h du mat parce que c'est quand même très très dense. Chaque Effectivement. bouquin déjà est dense. Il y a beaucoup d'intrigues, il y a beaucoup d'intrigues secondaires. Si je fais court sur la trilogie, après je parlerai de La mort dans l'âme. La trilogie, on suit trois personnages. Trois personnages, trois personnages principaux. Il n'y en a pas un plus important que l'autre. Trois personnages principaux. Une jeune flic qui s'appelle Esperanza, qui dans le premier livre sort de l'école de police et démarre une enquête. Elle va s'acoquiner avec un flic un peu plus bourru, qui a un peu plus de bouteilles, qui s'appelle Manuel de Almeida, qui lui-même a un frère qui s'appelle Christian de Almeida, qui est journaliste. Et on va suivre ces trois personnages-là sur 3 livres. Le premier livre sert quelque part à présenter ces 3 personnages. Il est découpé en 3 parties. Chaque partie est un épisode qui porte le prénom des 3 personnages. Il y a un jeu de temporalité qui fait que chaque histoire va se croiser, on va vivre parfois les mêmes événements, mais d'un autre point de vue, etc., avec 2 enquêtes en parallèle qui vont se rejoindre. Le deuxième livre, Au Royaume des Cris, sert en fait de transition entre La part du démon et La mort dans l'âme, qui sont les 2 livres que vraiment j'ai voulu écrire. C'est 2 livres très personnels,
des thématiques qui me touchent. Voilà, c'est 2 livres très personnels. C'est ces 2 livres-là que j'ai vraiment voulu écrire. Et Au Royaume des Cris, je l'adore, mais c'est vrai que c'est un livre de transition qui permet de passer du premier au troisième et qui permet aussi d'en apprendre plus sur le passé d'Esperanza. Et le troisième, La mort dans l'âme, on en permet d'apprendre plus sur le passé des 2 frères, Christian et Mani. Et on va suivre en fait la traque d'un tueur en série qui s'appelle Urizen. Urizen qui est à l'origine un personnage issu de la mythologie de William Blake, qui est un poète et peintre du XVIIe siècle, un Anglais que j'aime beaucoup et qui a écrit des poèmes magnifiques. Et ce personnage-là m'avait particulièrement marqué quand je lisais son œuvre. Et quand j'ai écrit cette trilogie, le tueur en série, il fallait que je lui donne un surnom, parce que c'est un personnage qu'on connaît, donc je voulais évidemment pas qu'on donnait son nom, parce que je voulais qu'il y ait un twist final pour qu'on se dise « Ah, c'est lui ». Donc il fallait que je lui trouve un surnom. Et Urizen est venu assez rapidement, voilà, parce que c'est un personnage, et j'en parle dans La mort dans l'âme, c'est un personnage qui est très emblématique de plein de choses qui collent à mon tueur. Et donc, c'est la traque d'un tueur en série, mais c'est aussi une histoire d'amour, c'est aussi tous les arcs que j'ai déclenchés dans La part du démon et dans Le Royaume des Cris trouvent leur finalité dans La mort dans l'âme. La boucle est bouclée, quelque part, avec La mort dans l'âme. C'est, je pense, mon livre le plus réussi. C'est le plus touchant, le plus bouleversant. J'y ai vraiment mis beaucoup de choses personnelles, mais tout en étant un polar avec une intrigue. Voilà, c'est la traque d'un tueur en série qui est affreux, qui est horrible, et avec beaucoup de twists. Et avec une fin qui apparemment, en tout cas, sur les premiers retours, parce qu'il est sorti il y a 15 jours, mais touche, voire bouleverse les lecteurs. Et c'est aussi pour ça qu'on écrit, c'est pour faire passer ce genre d'émotions. Et quand ça fonctionne, on est extrêmement satisfait, parce que c'est pour ça qu'on écrit. C'est pour partager des émotions. Et quand le lecteur est sensible à ce qu'on fait, c'est le plus beau des cadeaux. Et félicitations pour la sortie il y a 15 jours, bien évidemment. Et c'est vrai qu'on voit déjà de très belles choses, alors que c'est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc, preuve aussi qu'il y avait comme une impatience qui flottait dans l'air. Tu la sentais aussi ou... Je la sentais parce que je suis certains Instagrammeurs et blogueurs qui me lisent depuis le premier. Et dès le premier, j'ai eu la chance d'être suivi. Et donc les lecteurs, oui, chaque année attendaient, parce que dès le départ, j'avais annoncé que c'était une trilogie, donc attendaient le nouvel opus. D'ailleurs, là, il y a des lecteurs qui découvrent les 3 en même temps et qui se disent « Ah là là, mais c'est génial, j'ai pu enchaîner les 3, ça aurait été horrible d'attendre 1 an à chaque fois. » C'est mon cas, tu vois, par exemple. Ouais, l'accueil que La mort dans l'âme reçoit là, je m'en remets pas, ça me touche tellement. Et c'est pas fini, j'ai envie de te dire. C'est merveilleux. De toucher les gens comme ça, c'est merveilleux. Alors, Zut demande, que fais-tu comme boulot? Tu disais, tu rentres du boulot. C'est un boulot en lien avec les livres ou pas spécialement? Avec l'écriture, plus maintenant. J'ai été pendant 25 ans je suis journaliste. Donc, pendant 25 ans, j'étais journaliste, spécialisé en cinéma particulièrement. J'étais correspondant sur les tournages américains pour le magazine Studio au début de ma carrière de journaliste. Après, j'ai été pendant quelques années rédacteur en chef du magazine Première. Et je m'étais arrêté 3 ans pour faire un tour du monde, justement. Tour du monde que je décris assez en détail dans La part du démon, mon premier roman. Puisque même si les 3 personnages principaux, j'ai mis beaucoup de mots, j'ai un alter ego qui est Christian, et donc Christian fait un tour du monde, et c'est le tour du monde que j'avais fait, même si je l'ai réduit dans le livre, parce que voilà, je ne l'ai pas m'étaler non plus. Bon, bref. Et maintenant, je travaille pour une agence de presse qui s'appelle Six Media, qui est genre un AFP. On fournit du contenu éditorial à 25 sites internet. Ça va de France Télé à Capital, en passant par Challenge, Gala, Au Féminin,
France Télé, Orange, et moi je gère une vingtaine de journalistes que je forme, j'accompagne, je corrige. Voilà, c'est un boulot de manager éditorial. Et bienvenue Arsenic, merci beaucoup pour le follow, ça fait plaisir. Vous êtes très nombreux ce soir, je vois vos questions. Jess nous dit, au passage, c'est une tuerie, gros coup de cœur, de la dentelle, plus que bouleversé par, visiblement, la fin de La mort dans l'âme. Mais j'y suis pas encore, les amis, donc on ne divulgage rien. Mais c'est vrai que, on en parlait tout à l'heure avec la comtesse ce livre, moi les trilogies, sagas et autres, je suis obligé d'attendre que ce soit fini pour les commencer, sinon je suis malheureux. Je peux pas en fait, c'est pas là. Donc là, quand j'ai su que tu venais, je me dis, allez, génial, je peux commencer. Et ça, c'est vraiment très bon. En tout cas, je vous conseille. Ce que j'ai déjà lu, en tout cas, est très bon. Et je ne doute pas du reste. Vraiment. On demande au passage dans le chat, est-ce qu'on peut lire, par exemple, La mort dans l'âme sans avoir lu les deux précédents? C'est une question qui revient souvent. Ou est-ce qu'il faut vraiment aller dans l'ordre? Et c'est une question qu'on me pose souvent sur Insta. Chaque enquête est indépendante, donc on peut les lire dans le désordre. Maintenant, c'est très centré sur l'humain, très centré sur l'intimité, très centré sur voilà, leur vie personnelle à ces trois personnages, leur passé, et on évolue avec eux sur les trois livres. Donc moi, je conseille de toute façon de les lire dans l'ordre, parce que je pense pas que la fin de La mort dans l'âme ait le même impact pour quelqu'un qui lit que La mort dans l'âme sans avoir lu les deux premiers. Je pense que l'émotion que je veux faire passer à la fin de La mort dans l'âme, elle est à son paroxysme quand on connaît toute l'histoire. Et puis aussi, si on les lit dans le désordre, on a un peu spoilé, parce que Au Royaume des Cris, je fais beaucoup d'allusions à La part du démon, et dans La mort dans l'âme, je fais beaucoup d'allusions aux deux premiers. Donc, quelque part, si vous lisez La mort dans l'âme, vous savez quelque part qui est le tueur du premier, et ce qui se passe pour la pauvre Esperanza dans le deuxième. Donc, vous prendrez quand même du plaisir, parce que j'espère, parce que c'est quand même romanesque, et il y a quand même des twists, et il y a quand même des surprises. Mais je conseille quand même de lire dans l'ordre, parce que je l'ai pensé comme une trilogie. Quand je suis allé voir mon éditeur avec ce projet, je lui ai dit deux solutions. Soit on fait un bouquin de 1500 pages, soit on le découpe en 3 bouquins, et je m'arrange pour que mon histoire, il y ait un cliff à la fin des deux premiers pour faire comprendre qu'il y a une suite, quoi. Et je découpe mes histoires pour que on reste pas sur sa fin non plus à la fin de chaque livre, que l'enquête soit bouclée. Et c'est ce qui se passe, mais c'est quand même comme si c'était un gros livre de 1500 pages. On suit les trois mêmes personnages sur 3 livres, mais en fait, c'est un gros livre. Donc, je pense qu'il faut quand même le lire dans l'ordre. C'est comme si vous lisiez un gros livre et que vous commenciez par les 500 dernières pages. Ça n'aurait pas vraiment de sens, selon moi. Après, encore une fois, c'est construit de telle façon que si quelqu'un a envie de lire La mort dans l'âme, il peut lire La mort dans l'âme. Et je pense qu'il fonctionne en unitaire. Mais pour être touché sur le final et avoir l'émotion que j'ai souhaité procurer, je pense que c'est mieux de les lire dans l'ordre. Et c'est respecter l'ordre, parole de fan, nous dit Arsenic et Vieille Dentelle. C'est vrai que ça. Ah, Catherine. Très chouette pseudo. Hein. On valide, toute l'équipe valide, bienvenue. Est-ce que c'était important pour toi de garder un équilibre entre les 3 personnages, Manny, Christian, Esperanza, à travers la trilogie? C'était important parce que ces 3 facettes, en fait, quelque part à travers ces livres, je parle de moi, c'est sans prétention et c'est sans ego, mais le but c'était je voulais pas raconter une histoire, raconter une intrigue, tout le monde sait le faire, quoi. J'avais pas envie de faire un boulot journalistique, raconter une intrigue, voilà. Je voulais toucher les gens, et pour toucher les gens, il faut parler de choses qu'on connaît, des émotions qu'on a vécues, et les partager. Et donc j'ai réparti tout ça sur ces 3 personnages-là. Il y en a un qui sort un peu du lot pour moi, c'est Christian, parce que c'est celui qui me ressemble le plus, et c'est sur lui que j'ai projeté le plus de choses. Mais les 3, je voulais qu'ils soient au même niveau. Je voulais pas qu'il y ait un qui dépasse par rapport aux autres. Je voulais vraiment que les 3 soient 3 personnages principaux, et qu'on avance avec eux, et qu'on connaisse leur vie à tous les 3. C'est un peu comme une fresque. On les suit avec les flashbacks et tout, on les suit quasiment de leur naissance, j'allais dire à leur mort, mais de leur naissance
à la fin de la trilogie. Et c'était important pour moi qu'il soit sur un pied d'égalité, qu'aucun tire la couverture à lui. Et même si j'ai mis de moi dans chaque, ils sont tous très différents. Et c'était important d'avoir des personnages multiples pour que le lecteur aussi puisse s'attacher et s'identifier. Tu disais c'est Christian qui te ressemble peut-être le plus. Est-ce que tu pourrais Hmm. donner un exemple, un point commun qu'il a avec toi? On va pas trop en dire parce que c'est pas C'est marrant. très intime, c'est très intime. Ouais, j'ai projeté plein de choses de Ce mon sont des passé. personnages qui restent parce que là la trilogie elle est terminée, elle est Ouais. terminée donc dans les mains des lecteurs. Ce sont des personnages qui continuent à vivre à côté de toi là sur les épaules. Ils regardent un peu tout ce qui se passe autour de Je toi ou l'ai, bien tu arrives à je l'ai- dégager tout ça un petit peu. Impossible. Et j'ai mis 10 ans. Là, on arrive au bout. C'est publié, mais ça fait 10 ans que je pense à cette trilogie. Mes personnages, je les ai depuis 10 ans avec moi. Je peux pas leur dire de se taire parce que le troisième est publié et je les entends tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Et c'est pas, je ne m'interdis pas de les faire revenir dans un futur proche. Question du Belge qui lit, y aura-t-il un quatrième? Sans transition. Là, je suis sur deux projets différents. Je suis sur un thriller qui n'a rien à voir avec cette trilogie-là, si ce n'est une passerelle, un personnage de la trilogie qui interviendra d'une façon très succincte dans ce nouveau roman. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a vécu un drame et qui part se reconstruire, s'isoler à Belle-Île. Et lors de son long séjour en tant qu'insulaire, son père va l'appeler et va lui apprendre que sa sœur est morte. Et elle va trouver cette mort très suspecte, très mystérieuse. Elle va se lancer dans une enquête pour savoir ce qui s'est vraiment passé concernant la mort de sa sœur. Elle va être aidée par un garçon qui a un lien aussi avec sa sœur. Voilà, c'est plus un thriller. Ce ne sera pas un polar. Il n'y aura pas de personnage de flic. Ce sera vraiment deux personnages en dehors du système judiciaire qui vont enquêter sur la mort de cette jeune femme. Et à côté de ça, je travaille sur un livre qui sera plus de la littérature, qui est une période de vie de 20 ans de 5 amis, entre 20 et 40 ans. Très gros projet qui sera un pavé, mais voilà, qui me motive beaucoup. Et puis j'alterne l'écriture entre les deux. Le polar avance, enfin le thriller avance plus vite que le roman, mais j'espère pouvoir les avoir finis tous les deux d'ici un an et demi. Et après, je pense que je reviendrai à cette mythologie-là et que Esperanza et Mani enquêteront à nouveau. Je pense. Et je pense que j'alternerai. Ces personnages, ils me plaisent tellement, ils sont tellement forts, je les aime tellement que je pense que je ferai pas, enfin, je pense pas que je ferai comme, enfin, j'espère faire comme Franck Tillier, alterner Charcot et des unitaires. Mais Esperanza et Mani, je pense qu'on les reverra prochainement, je pense. Et ça m'intéresse parce que tu disais le côté plus littéraire de la littérature blanche, c'est plus valorisant d'aller Ah non, pas de ce du tout. côté-là Pas du tout, pas du tout, pas du comme tout. ça te permet de clarifier parce que Non, moi, je fais vraiment pas de j'entends, ça différence. réagit, tu vois. Ah, c'est vrai? Ah non, Ouais. je fais pas du tout de défense, c'est vraiment pour séparer, parce qu'en même temps, on nous met dans des cases, mais ce qu'on fait, nous, c'est de la littérature. Je suis désolé, quand tu lis Levenbruck, Norek, enfin, c'est Karine Gibel, c'est de la littérature, quoi. Je veux dire, c'est tellement brillant, c'est tellement poétique, moi, je fais vraiment aucune différence. Le fait est que, voilà, on nous met dans des cases, comme dans le cinéma, il y a des comédies, des thrillers, des Ça comédies t'ennuie ces dramatiques. cases-là? Ça t'ennuie? Ouais, ça m'ennuie pas. Quelque part, ça m'est égal. Je disais tout à l'heure, j'ai choisi ce genre par rapport aux thématiques que je voulais traiter. Après, si je l'avais fait en littérature blanche, je pense que ça aurait été différent. Peut-être que j'aurais pas été aussi loin pour certaines scènes. Peut-être que j'aurais pas été aussi cru
C'est vrai qu'on peut se cacher derrière le genre et se permettre des choses qu'on se permettrait peut-être pas ailleurs. C'est pour ça que d'ailleurs on choisit ce genre-là. C'est parce qu'il nous permet aussi d'aller très loin dans le traitement qu'on va en faire. Quand je te parle de littérature blanche et le projet que j'ai là, c'est pas du tout plus ou moins valorisant. C'est parce que c'est une tranche de vie qui n'a pas spécialement d'enquête, qui n'a pas spécialement de mort, qui n'a pas spécialement d'intrigue, qui n'a pas de policier. C'est une tranche de vie. Mais oui, on pourrait le caser dans... c'est pas du feel good, ça c'est clair, mais on pourrait le caser dans une autre case. Mais ce ne sera pas du thriller et du polar, c'est clair. Mais en résumé, ce que tu aimes, c'est écrire, c'est inventer des histoires. Ouais. Et ouais. J'ai lu dans une interview, tu disais, pour l'instant, je suis en apprentissage, chaque livre est meilleur que le précédent, ou en tout cas, j'essaye. Et c'est ça, tu touches à tout, parce que c'est que comme ça qu'on sait ce qu'on préfère, et pourquoi pas finalement. Et c'est vrai qu'il y a plein de défis potentiels. Est-ce que tu fais un peu comme nos amis Yann Manouk et Gérard Coquet, dont tu parlais tout à l'heure, de te mettre des petits défis quand tu écris, des techniques d'écriture, des mots à caser, un personnage à caser. Est-ce que tu lances des défis comme ça? Non, pour moi, ça, c'est plus des contraintes qu'autre chose. Et quand j'écris, j'aime vraiment être libre, j'aime avoir vraiment l'esprit dégagé et puis ne pas m'imposer de choses pour pouvoir justement explorer tout ce dont j'ai envie d'explorer. J'ai pas envie de me dire, tiens, il faut caser ce mot-là, tiens, il faut parler de cette thématique-là, tiens, il faut faire ci. J'ai envie d'être le plus libre possible pour ressortir ce qu'il y a de plus beau à sortir. Si je m'impose des choses, je vais être trop focalisé dessus, trop obnubilé, je vais vouloir absolument tourner autour du truc et je me connais, ça va être trop contraignant. Et t'as pas de plan alors? Écoute, quand j'écris, par exemple, sur cette trilogie-là, avant de commencer le premier, je savais qui était le tueur du troisième. Ça, c'est clair. Je savais les sujets que je voulais aborder, qui étaient des sujets perso. Je savais que j'allais aborder certaines choses. Après, je sais comment je vais aller de Paris à Marseille. Je ne sais pas quelle route je vais prendre, pour résumer. Je ne sais pas si je vais y aller en avion, en train, en voiture, et quelle route je vais prendre. Ça dépend aussi de l'humeur du jour, de l'inspiration. Quand je me lève le matin et que j'écris et que je suis en période d'écriture, je sais les chapitres que j'allais écrire, je sais ce qui doit en ressortir, mais je ne sais pas sur quel ton je vais en parler. Je ne sais pas, je vais faire des digressions. Je peux très bien complètement partir sur dans la mort dans l'âme, non, dans la part du démon. Moi, je suis passionné par les plantes, je suis passionné par ce qui est vivant. Voilà. Mais par les plantes particulièrement. J'ai beaucoup de plantes chez moi qui ont tout un prénom d'ailleurs. C'est pas inventé pour la part du démon. Il faut que tu nous fasses une présentation du coup. Ah bah alors, on voit pas si vous voulez. Oui. Chez moi, c'est une pépinière. J'adore en plus. C'est inspirant, j'imagine en plus. Et par exemple, dans la part du démon, j'ai un chapitre entier où je ne parle que de plantes et notamment une plante que j'adore qui est le calathea. Et le matin, quand je me suis mis à écrire, je me suis dit, je dois écrire une scène avec Christian chez lui. Qu'est-ce que je vais raconter? Et j'étais en train d'arroser mes plantes et je me suis dit, je vais parler des calathea. Voilà. Et c'est parti comme ça. Mais la veille, je sais, enfin, voilà, c'est vraiment l'inspiration du moment. Donc, je m'impose rien, je me mets pas de barrière. Mais je sais où je vais. On fait du thriller, c'est quand même très mathématique. Il y a une intrigue. On disperse des twists, il y a une évolution de l'intrigue, de l'enquête, donc on sait où on va. Mais entre chaque étape, il faut se garder cette petite liberté qui fait aussi le piment de l'écriture. Sinon, quelque part, on est des journalistes, on écrit un plan qui est figé et l'inspiration n'existe plus. Moi, j'aime ce côté où je me surprends aussi à partir dans des directions que j'aurais jamais soupçonnées. Et c'est aussi ça le plaisir d'écrire, c'est quand tu es dans cet état second où quelque part, tu entends une voix dans ta tête et c'est presque de la dictée, tu es complètement t'es pas stone, mais tu es dans un état complètement second. Alors ma femme, elle peut me parler, mais je ne l'écoute jamais. Quand je suis comme ça, le monde peut s'écrouler, je suis pas là, quoi. Et je suis dans mon truc et c'est un tunnel d'inspiration et je peux écrire des heures et des heures et après voilà, je regarde
a posteriori, je me relis et je garde ce qui est pertinent et intéressant. Mais c'est cet état, moi, qui me plaît aussi dans l'écriture. C'est cet état second dans lequel tu te perds et en fait, c'est l'inconscient qui travaille et c'est ça qui est merveilleux. Si tout est trop construit, trop balisé, ça perd de sa magie, je trouve. Et le lecteur le ressent quand c'est trop calculé, je pense. Il y a des thrillers qui, je ne vais pas en citer, mais qui sont du papier à musique et il y a peu de place pour l'émotion, je trouve. Et si vous voulez clipper ça, parce que j'étais en train de dire à ma compagne, tu vois, je suis pas le seul à pas t'écouter quand j'écris. Et merci beaucoup pour vos follow au passage, ça fait plaisir. Jeff, je vois pas mal de gens. Jess, merci pour le follow aussi. Vous entrez dans la boîte, ça fait plaisir. Un petit mot, parce qu'on pose la question, je sais pas si on peut en dire beaucoup plus, par rapport au surnom Urizen dont tu parlais, William Blake. C'est qui, c'est quoi, en quelques mots, pour les gens qui connaissent pas du tout, mais on peut pas trop en dire. Non, faut pas trop en dire. En plus, je le détaille de façon assez conséquente dans le livre. Il y a un dialogue entre Christian et Esperanza, parce que c'est Christian justement qui, quand il était jeune journaliste, parce que Urizen tue depuis une trentaine d'années. Et donc, il revient tous les 10 ans, il fait des salves de nouveaux crimes. Et Christian, qui est journaliste, a commencé à écrire sur son profil dès qu'il a intégré un journal. Et c'est lui qui a trouvé ce surnom et il explique pourquoi il a trouvé ce surnom. Donc, j'ai déjà tout détaillé dans le livre. Mais pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, Urizen, ça fait partie donc de la mythologie de William Blake. William Blake, donc, comme je l'ai dit, c'est un peintre et un poète britannique du XVIIe siècle. Qui a créé une mythologie complètement folle. Vraiment, il a créé tout un univers, il a créé une Bible, quelque part, avec des dieux, des démons, un univers fascinant. Et Urizen, et d'ailleurs, rien que le mot, rien que le nom, selon la prononciation a plusieurs sens. Your reason, c'est ta raison, tu vois, la raison. Your rising, le côté de s'élever. Enfin, ça a plein de horizon aussi, l'horizon. Ça a plein de significations différentes. Et c'était un dieu à la base. C'était le dieu de la sagesse pour William Blake. Et il s'est laissé avoir par son ego et c'est devenu une sorte de dieu déchu qui a fini par être démoniaque et qui a inventé la colère. Et donc, c'est un personnage qui a été bon à l'origine et qui est devenu extrêmement mauvais, très vilain. Et tu l'as dans la peau, il paraît-il. Je l'ai tatoué sur les doigts. Ouais. Bon, je ne sais pas si on voit. En plus, c'est à l'envers. Mais bon. Non. U-R-I-Z-E. Toi, tu le vois à l'envers, mais nous, on le voit à l'endroit. Parce que la technologie ici, c'est incroyable. Si tu savais. Voilà. Mais je me le suis tatoué il y a 20 ans, avant même de penser à cette trilogie, avant même de savoir que j'allais appeler mon tueur en série comme ça. Donc, non, c'est un personnage qui m'a toujours fasciné. Pour moi, c'est un personnage très humain. Voilà, le bien, le mal, une zone très grise. Je trouvais que c'était un surnom en plus évocateur et parfait pour ce tueur que j'ai voulu en faire le plus terrible qu'on puisse imaginer. Il fait des choses affreuses et quand on sait qui c'est, je pense qu'on a un choc et c'était le but recherché. Et c'est très bien comme ça. Ça laisse pas indifférent en tout cas, et ça c'est toujours réussi quand on se souvient d'un livre et encore plus d'une trilogie. Et parlant de trilogie, si vous cherchez des couvertures qui en jettent dans une bibliothèque, on en parlait tout à l'heure, Mathieu, ce qu'il vous faut. Hein. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'elle représente? Je pense que c'est une connaissance qui a travaillé sur le graphisme aussi, de ce que j'ai vu. Absolument. Voilà, je te propose qu'on les passe enfin moi je vais les passer en revue, mais tu peux nous expliquer tout ce que tu veux et je vais montrer la peur du démon pour commencer. Tiens. Alors, dès le départ, je savais que ça serait une trilogie. Hein, donc, moi, je suis très visuel. Je fais de la photo. Enfin, je suis passionné par tout ce qui est visuel. Et donc, je voulais de toute façon que ce soit un bel objet.
Donc, je voulais travailler les couvertures et j'avais une idée très précise. Et quand je suis allé voir Robert Laffont, d'ailleurs, je leur ai dit vos couves chez La Bête Noire, bon, enfin, je ne veux pas dénigrer, hein, mais elles ne sont pas belles. Donc, je préfère venir avec une idée de couverture et j'aimerais bien que vous me la validiez. Donc, ils m'ont dit OK. Qu'est-ce que tu proposes? Et donc, c'était cette idée de 3 couvertures avec les 3 couleurs primaires, rouge, jaune, bleu, avec une évolution, avec une statue, parce que je voulais qu'il y ait un côté art, un côté artistique, et puis qu'il y ait une évolution. La première, La mort dans l'âme, c'est La pudeur d'Antonio Corradini, qui est exposé dans une chapelle, la chapelle San Severo à Naples. La part du démon, en plus, c'était un triangle comme une part de gâteau, tu vois, et qui descend sur le ventre de la femme voilée. Et elle est en bon état, on va dire, elle est en bon état, cette statue. La deuxième, c'était Au Royaume des Cris, c'était jaune avec un arrondi pour faire comme une couronne en or. Ça allait avec le titre, Au Royaume des Cris. Et là, c'est L'enlèvement des Sabines. Et la statue s'effrite. Il y a une progression. La part du démon, elle est clean. Au Royaume des Cris, elle s'effrite. Et c'est L'enlèvement des Sabines parce que c'est l'histoire d'un enlèvement. On va enquêter sur la disparition d'une fillette. Et le troisième, La mort dans l'âme, on évolue encore. Après la statue clean, la statue effritée, celle-ci explose. Et c'est le Laocoon qui est exposé au Vatican. Et voilà, La mort dans l'âme, je voulais c'est une statue que j'adore avec le serpent, l'enfant, enfin c'est les 2 fils de Laocoon, et cette tête qui explose, l'âme qui explose. Voilà, je voulais qu'il y ait cette évolution de destruction. La première est clean, la deuxième s'effrite, la troisième explose. Et j'avais cette idée dès le départ. Moi, je suis pas graphiste, donc j'ai la chance d'avoir dans mon entourage mon meilleur ami qui est un immense graphiste qui s'appelle Gérald Vassen, qui s'est occupé de toute la scénographie de Jean-Michel Jarre, des derniers concerts de Jean-Michel Jarre. C'est lui qui a créé tous les visuels de Daft Punk, le logo Daft Punk, tout. Enfin, il a bossé avec des cadors et c'est vraiment un génie. Il bosse aussi dans la mode. C'est un très grand artiste. Et quand j'ai dit à Robert Laffont que je voulais travailler avec lui, ils m'ont dit mais on n'aura jamais le budget. Et je leur ai dit on se calme, c'est un ami, il va nous le faire pour pas grand chose. Et je le remercierai jamais assez d'avoir pu retranscrire mon idée visuellement et d'avoir réalisé ces couvertures absolument magnifiques et de sa générosité parce que voilà, il l'a fait par amitié. Alors visiblement, si je suis le chat, tu as un défaut, tu es français. C'est pas moi qui le dis, j'insiste, hein. Parce que je vois une certaine personne que je connais bien qui dit qu'elle t'aurait bien accueilli, vu la passion avec laquelle tu parles des livres et tout. Ça me fait gentiment sourire. Gwen, bienvenue dans ce chat. Est-ce que tu as conscience, demandait Anthony dans ses questions, est-ce que tu as conscience de l'emprise de ta plume sur tes lecteurs et celle de ton charme sur les lectrices aussi? Parce que c'est quelque chose qui revient souvent et je me disais, est-ce que ça te fait plaisir? Est-ce que ça t'ennuie? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Alors, avant de répondre à ça, je voudrais préciser, je ne suis pas français, je suis franco-portugais. Ça compte. Ça oui. Ma mère est brésilienne et mon père est français, mais j'ai grandi entre le Portugal et la France. Et donc, pour répondre à ta question, ma plume, le fait qu'elle touche les lecteurs, c'est ça? Oui. Est-ce que tu en es conscient que c'est addictif? Je lis pas trop les critiques, sauf celles sur Insta, mais parce que je les reçois directement. Mais c'est ce qui en ressort et je ne peux que être touché par ça. Enfin, encore une fois, c'est pour ça qu'on écrit, c'est pour toucher les lecteurs, pour les faire voyager, pour les faire sortir de leur zone de confort, pour leur aussi apprendre des choses. Parce que moi, mes livres, ils sont hyper documentés. J'ai envie dans les enquêtes, des sujets qui m'intéressent, j'ai envie de les partager aussi. Qu'on referme le livre en ayant été touché, en ayant vécu des émotions, mais en ayant aussi appris des choses.
Donc, que mes textes touchent les lecteurs, c'est la récompense ultime. C'est pour ça qu'on écrit. Après, sur ta deuxième question concernant le physique, ça, j'ai C'est aucun quelque chose pouvoir là-dessus. c'est quelque chose qui te fait sourire, qui t'agace quand on pose ce genre de... Bah, ça fait plaisir quand on séduit des personnes, ça fait toujours plaisir, mais j'ai aucun pouvoir là-dessus. Voilà, c'est mes parents, c'est leur gène. J'y suis pour rien, moi. C'est quelque chose qui échappe complètement. Moi, qu'on soit touché par mes textes, ça, c'est important pour moi. Mhm. Après, le physique, je sais même pas si c'est vendeur, je sais même pas si ça sert ou dessert. Enfin, si on est pris au sérieux ou pas. Enfin, je sais pas du tout. Je Et sais pas du tout, tu mais es humble, nous dit le chat, et donc tu vas probablement avoir des invitations pour la Belgique si c'est pas encore fait. Tu vas revenir Et- parce que tu étais là il y a pas très longtemps, tu étais ben, au salon de l'Iris il y a pas ouais, très bah, longtemps. Iris Poche et je retourne à Iris Noir fin Ouais. octobre. Et voilà, Et à Mons aussi en novembre. et ben Donc, voilà, amis belges, ça en fait des dates pour les Belges. faites chauffer les frites, tirez des pintes, j'arrive. Alors, il y a les lectrices, on vient d'en parler, il y a aussi les autrices, auteurs, romancières. Vous choisissez, slash, slash, slash. J'ai beaucoup d'amis parmi elles. T'as beaucoup d'amis et je voulais pas me passer de ce magnifique sujet. Tu as été un des premiers soutiens quand les Louves du Polar ont lancé leur mouvement. Bien Je sûr. voulais te demander, parce que c'était évidemment très important, on a été beaucoup à réagir. On va faire une petite mise à jour. Est-ce que, de ce que tu vois, toi, avec notamment la sortie de tes livres, on se croise beaucoup en salon, etc. Est-ce que les choses bougent un petit peu dans le bon sens depuis ces derniers temps, depuis que c'est Pour les lancé, femmes auteurs, pour les femmes auteurs, et puis ah pour oui, nous aussi, parce que finalement, c'est une amélioration globale quand on oui, traite les gens convenablement. je pense que le mouvement des Louves du Polar qui a été initié par Cécile Cabanac, Céline Dangean, Christelle Duchamp et bien d'autres. Aujourd'hui, je crois qu'elles sont au moins une quarantaine ou une cinquantaine. Toute la communication qu'elles ont faite autour de ça, toutes les opérations qui ont été faites depuis la création du mouvement, que ce soit dans les anciennes Cultura ou chez des libraires partenaires qui ont fait des vitrines consacrées à des autrices ou auteurs, comme vous voulez. Ça a été de toute façon bénéfique. Après, c'est comme tout, autant chez les femmes que chez les mecs, c'est inégal. C'est pas parce que tu es une femme que tu es à la mode et que tu écris et que c'est génial. Je dis pas ça. Mais c'est vrai qu'elle manquait de visibilité, que ça leur a apporté de la visibilité, que personnellement, et je suis pas le seul, tous les copains auteurs les ont soutenus parce que ce qu'il y a, c'est que je sais pas du tout comment ça se... Enfin, je sais comment ça se passe dans les autres genres, mais en tout cas, dans le genre du roman noir, on est hyper soudés. On a un clan, on fait l'autopromo de chacun, on fait voilà, dès qu'il y a un copain qui sort un bouquin, on va en parler sur nos réseaux sociaux. On est liés, on est soudés, il n'y a pas du tout de concurrence ou de jalousie entre nous. Donc, quand les copines nous ont dit on n'est pas assez présente et tout, mais évidemment qu'on va tout faire pour vous booster. C'était évident. Et pour moi, c'était évident que j'allais les mettre en avant. Ça, c'était sûr. Surtout qu'elles sont pleines de talent, quoi. La question ne se pose même pas. Et c'est vrai que je ne sais pas, dans l'inconscient collectif, c'est vrai que les lecteurs ont plus tendance à aller vers des auteurs masculins, à se dire ouais, il n'y a que les garçons qui peuvent écrire des choses affreuses, etc., etc. Alors que pas du tout. Les femmes écrivent des choses affreuses. Et non, elles méritent vraiment ce qui leur arrive, le succès qu'elles ont. Là, Max Monet a reçu le prix du meilleur polar Le Point. C'est une copine, c'est une autrice hyper talentueuse que j'adore. Je suis le feu. Christelle Duchamp, pareil, elle a écrit 4 romans, tous différents, tous brillants. Après, voilà, on aime, on n'aime pas, mais moi j'adore. Petroni Rostagna, Claire Favant, je pourrais en citer des dizaines. Hein.
Amélie Delima. Enfin, c'est des filles qui sont hyper talentueuses. Anouk Schutterberg, qui proposent des histoires et des façons des traitements qui sont hyper originaux. Enfin, ça me paraissait évident d'en parler et de les soutenir, en tout cas. Tu dis pas de jalousie, il y a quand même le fait que je suis jaloux de tes plantes, mais bon. Ah, c'est vrai qu'elles sont belles. C'est quoi le prénom de celle juste à côté de toi? Je me demande depuis tout à l'heure. Laquelle? Celle qui est Celle-là, là. oui. C'est celle que je vois le mieux, tu vois. Mais... C'est Ernest. Je vais approcher. C'est Ernest. On se met en mode Ushuaïa, les amis. C'est parti. C'est Ernest. Enchanté. C'est un Calathea ordana. Et tu vois, elle me fait une nouvelle pousse. Je sais pas si tu vois. Là. C'est une nouvelle pousse qu'elle me fait. Parce qu'elle a beaucoup d'amour, donc elle fait des nouvelles pousses. Elle fait des nouvelles pousses. Voilà. C'est tout. Ça pourrait être des personnages aussi, hein, je pense, tout ça. Mais elles m'ont inspiré pour l'environnement de Christian qui vit à Montmartre, comme je vis à Montmartre. Il est entouré de plantes et oui, ça m'a inspiré évidemment. Allez, une petite dernière pour la route, ou presque. On demande si il y a un projet de film autour de la trilogie, et moi j'ai envie de dire, ou d'une série, pourquoi pas, hein? Ça pourrait être bien ça. Écoute, rien n'est fait. Ouais, bien sûr. Rien n'est fait parce que dans ce business-là, c'est encore plus compliqué que dans le milieu d'édition. Les droits ont été vendus à Media One, qui regroupe beaucoup de productions, qui est un groupe qui regroupe environ une cinquantaine de maisons de production. Ils ont une force de frappe incroyable et les droits ont été achetés par Septembre Productions. C'est une boîte de production qui produit beaucoup de films et qui produit pas mal de séries. Ils ont produit La Menthe avec Carole Bouquet. Ils ont produit HPI pour TF1 avec Audrey Fleurot. Et ils ont acheté les droits de la part du démon, que je suis en train d'adapter avec un ami scénariste qui s'appelle Éric Delafosse, qui est un ami et qui est hyper talentueux, qui vient d'adapter Il était deux fois de Franck Tillier pour France 2. Donc voilà, on est en train d'écrire la Bible, c'est-à-dire tous les profils des personnages, les synopsis. Ça sera un 6 x 52 minutes. Donc ça a été acheté, c'est-à-dire que la production a mis une option dessus, donc ils nous ont filé un peu de blé pour développer tout ça. Après, la deuxième étape, c'est une fois que tout ça est écrit, ils vont aller démarcher des diffuseurs, donc voilà, des chaînes de télé ou des plateformes, et à partir de là, si une plateforme ou une chaîne est intéressée, c'est eux qui vont financer le projet. C'est toujours le diffuseur qui finance le projet, qui met l'argent pour produire le programme. Donc, le fait qu'une production ait acheté les droits du livre, c'est une première étape, mais ça ne présage pas spécialement qu'il y aura diffusion ou production. Ça va dépendre si un diffuseur est intéressé. Mais pour l'instant, voilà, c'est sur les rails, ça suit son chemin. Ça peut mettre 6 mois, 1 an, 10 ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a passé la première étape, c'est d'avoir intéressé un producteur et de développer un projet. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un milieu un peu spécial où ça peut s'arrêter à chaque étape. Même si vous avez commencé le travail, à tout moment on peut dire ok, on arrête là ou on le met en pause. Ou voilà. C'est un peu spécial. Et question, parce qu'on a bien parlé de boutique. L'avantage, c'est que la part du démon intéressait 3 producteurs différents. Donc, c'est qu'il y a un intérêt sur le projet. Et voilà, si ça ne se fait pas avec celui-ci, si ça ne débouche pas sur quelque chose de concret, d'autres reviendront peut-être à la charge pour proposer autre chose. Mais en tout cas, c'est sur les rails. C'est sur les rails et c'est une excellente nouvelle. On demande, c'est vrai que c'est assez courant comme question, je te la fais courte, mais on dit tiens, on prend pas le bouquin tel quel et boum, c'est une série ou un film. Ça demande de l'adaptation, beaucoup de travail. Ouais. On n'écrit pas du tout un scénario comme on écrit un roman. Je sais pas si tu veux en dire un mot. À mon avis, on va faire un live un jour sur ça parce que vous posez beaucoup la question quand on parle d'adaptation. Mais
C'est deux métiers différents. C'est impossible de filmer les pages d'un livre, c'est pas le but. Et c'est deux métiers différents. L'écriture d'un roman, le roman, c'est le produit fini. Donc voilà, on fait des belles phrases, on peut d'une page à l'autre changer de continent. C'est être étalé sur 20 ans, sur différents lieux. On a une liberté totale et c'est un produit fini. Le scénario, c'est une étape dans un processus créatif. C'est la première étape jusqu'à ce que ce soit filmé. Mais il faut rendre la chose filmable. Et pour ça, il y a un gros boulot d'adaptation parce que sur La part du démon, par exemple, la temporalité, les trois temporalités, on perdrait le spectateur quelque part. Ça marche sur un bouquin, mais on perdrait le spectateur si on racontait cette histoire-là de cette façon-là en série. Donc, ça sera linéaire de toute façon. Et puis, ouais, c'est impossible de filmer les pages d'un bouquin. Il y a un vrai gros boulot d'adaptation à faire. Ça, c'est évident. On fera un live un jour sur tout ça. C'est pas la même. La même approche, c'est pas la même façon de raconter l'histoire. Enfin, c'est très différent. C'est vraiment deux métiers différents. L'écriture de scénario, c'est très technique. On s'en fout de faire de la belle phrase. C'est vraiment des indications, c'est technique, c'est du dialogue. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment deux métiers différents. Et c'est pas le même budget, surtout. Tout en haut de la liste. C'est pas le même budget. C'est pas le même budget. Hein. Quand tu écris un roman, tu es tout seul devant ton écran, ça n'engage que toi. Quand tu écris un scénario, si ça se fait, tu engages 150 personnes sur 3 ans. C'est différent. J'étais dans une pour l'anecdote, une masterclass avec des gens qui sont plutôt scénaristes de séries télé. J'étais le seul romancier dedans et c'était très drôle parce qu'ils me disent on t'envie tellement, toi, si tu veux mettre 10 hélicos qui traversent la ville à toute allure, il n'y a pas de souci. Nous, ça va plutôt être 3 trottinettes et encore, on n'a peut-être pas la marge. Et c'est un peu ça la logique qu'il y a derrière, ou le nombre de lieux, le nombre de personnages. Bref, on fera un live là-dessus un jour. Je sens que ça vous passionne. J'ai une dernière question, parce que je vois que le temps file et je t'ai promis de te laisser aller dormir quand même à un moment. C'est la question un peu rituelle pour terminer. Imaginons que la boîte puisse te faire traverser le temps et que tu te retrouves, toi, quand tu avais, je sais pas, 10 ans, quelque chose comme ça, tu aimerais te dire quoi aujourd'hui? Tu dirais quoi à l'enfant que tu étais, avec tout ce que tu sais aujourd'hui, si tu te croisais là tout de suite? Je lui dirais, accroche pas, ne désespère pas, l'avenir est meilleur. Et c'est vrai, l'avenir est meilleur. Et l'avenir de l'avenir encore meilleur, en tout cas je te le souhaite. J'espère. Ah bah ma femme vient de rentrer. Coucou chérie. Ça va? Ça va? Thanks. Oui, j'espère que l'avenir de l'avenir sera meilleur, toujours. Mais écoute, pour l'instant, c'est sur une pente ascendante depuis mes 10 ans. Donc, on va continuer à y croire. Mais voilà, on se donne les moyens, en tout cas. On essaye. Et ça fait plaisir de voir toutes les bonnes nouvelles qui entourent ton parcours. En tout cas, on va suivre ça avec attention. C'était un vrai plaisir de te recevoir. Pour moi aussi, Frédéric. Hein, merci. C'est passé très vite malgré l'heure. Ouais, c'est passé très vite. C'est passé très vite, ça fait 1 heure, j'ai l'impression qu'il s'est écoulé 10 minutes. Mais c'était un vrai plaisir de discuter avec toi et merci pour l'invitation. Et merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. J'espère que voilà, ça vous aura plu. Et puis la bonne nouvelle, c'est que tu as plein de projets, on en a parlé tout à l'heure, donc tu repasseras nous dire bonjour à l'occasion. Si tu le souhaites, c'est avec grand plaisir.